bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons donc Didier Boisselier, notre expert en fabrication additive, qui va vous présenter la suite de sa présentation et vous parler des marchés, des tendances et des innovations dans le domaine de la fabrication additive. À l'issue de sa présentation, qui durera une vingtaine de minutes, vous pourrez poser vos questions en cliquant sur l'icône qui apparaît à l'écran. Et donc maintenant, sans tarder, je laisse la parole à Didier. Merci Monique pour cette introduction. Donc, j'ai préparé un exposé sur les technologies et les tendances de la fabrication additive. Et donc, cet exposé fait suite à ma précédente présentation, il y a un mois à peu près, sur les marchés et les aspects économiques du secteur. Alors, mon but aujourd'hui est vraiment de vous présenter une synthèse, et je dirais plutôt qu'une synthèse, ma synthèse, sur les tendances et les innovations dans ce secteur de l'industrie qui se développe vraiment très très vite. Donc pour ma part, je m'appelle donc Didier Boisselier et j'occupe une fonction d'expert en fabrication additive au sein d'IREPA Laser. Je vais commencer très rapidement par faire une très courte présentation de l'IREPA Laser. L'IREPA Laser, en fait, est une société de R&D dans le domaine des procédés laser industriels. Donc, en fait, on est des utilisateurs et des experts dans le domaine du laser industriel, et on développe depuis maintenant une quarantaine d'années des solutions de fabrication laser innovantes à destination donc de l'industrie. Et en plus, donc, on va faire un accompagnement directement sur le terrain. Donc, on développe des solutions laser, on va dire, dans tous les domaines, dans le domaine de la soudure, du soudage par faisceau laser, du rechargement, de l'usinage, et y compris de la fonctionnalisation de surface, du micro-usinage, grâce en fait à tout un éventail de technologies laser. Et on a une très forte activité également dans le domaine de la formation, puisqu'en fait on forme l'année dernière, environ 1000 personnes se sont formées au métier du laser, notamment dans le domaine de la sécurité laser, puisque c'est un domaine qui est très important. Voilà. Donc, passé cette rapide introduction, je voudrais maintenant embrayer sur les aspects plus techniques que ce que j'avais présenté la dernière fois. La dernière fois, j'étais plus sur des aspects donc économiques, macroéconomiques et des marchés, alors que là, on va plus s'attarder sur les aspects techniques et technologiques. Et dans un tout premier temps, on va parler des innovations au niveau des procédés de fabrication additive. Alors, vous avez sur cette image tous les procédés de fabrication additive métallique. Cette image a été éditée par la société AM Power, une société allemande, qui fait un gros travail d'ailleurs dans le domaine de la fabrication additive. Et comme vous pouvez le voir, il existe vraiment de très nombreux procédés pour le métal, avec bien sûr des procédés qui sont bien connus, comme les procédés PBF. Alors, PBF, je le rappelle, signifie Powder Bed Fusion, donc de la fusion sur lit de poudre, avec donc des procédés qui mettent en œuvre un laser ou un faisceau d'électrons pour venir fondre une mince couche de métal, donc de poudre, dans un bain de poudre. Et ensuite, couche après couche, on va fabriquer la pièce. Deuxième type de procédé bien développé dans le domaine de la fabrication additive sont les procédés qu'on appelle DED. C'est le nom qui est aujourd'hui couramment utilisé, on va dire même normalisé, qui signifie Directed Energy Deposition, qui est en fait toute une famille de procédés qui consiste à fondre un matériau d'apport qu'on va déposer sur un substrat ou sur les précédentes couches, de façon à construire la pièce couche par couche. Et donc, ce matériau d'apport peut être une poudre ou un fil, voire même, pourquoi pas aussi, un ruban. Et la source d'énergie peut être un laser, mais ça peut être aussi un faisceau d'électrons, ou encore un arc électrique ou un plasma.
Alors, on a participé l'année dernière à Formnext, qui est le salon européen dans le domaine de la fabrication additive. Et pour être sincère, je m'attendais à voir de nombreuses nouveautés dans le domaine de la fabrication additive métallique, hein, d'autant plus qu'avec la pandémie, il n'y avait pas eu d'édition 2020. Et alors j'étais très déçu, d'ailleurs je ne suis pas le seul, car je n'ai pas découvert de réelles nouveautés dans ce domaine. Alors, on a pu voir beaucoup d'évolution des systèmes, mais en général plutôt des développements d'ordre incrémental. En fait, il n'y avait pas vraiment d'innovation majeure, celles qui viennent un peu bousculer l'ordre établi. Alors, pour ce webinaire, j'ai quand même pris l'initiative de vous présenter des procédés, des technologies qui font l'objet aujourd'hui de beaucoup d'intérêt. Peut-être moins connus que les procédés PBF et DED, mais ces technologies sont toutefois en plein développement actuellement et elles permettent de fabriquer des pièces, en général des petites pièces, avec, on va dire, beaucoup de finesse et ce qui les rend effectivement très intéressantes. Alors, je parle donc en particulier des procédés de dépôt de polymères chargés métal. Donc ça peut être un film, ça peut être un barreau aussi, ou ça peut être des pellets qui sont fondus à l'aide d'une machine FDM tout à fait traditionnelle. Ce sont des procédés également de type material jetting, donc c'est un dépôt de matière, on verra tout à l'heure, notamment avec des nanoparticules. C'est également le binder jetting, donc qui est une projection de liant sur des poudres métalliques, justement, et procédé qui est vraiment en plein développement aujourd'hui. Et c'est donc c'est 3, voire 4 procédés, parce qu'il y a un quatrième également qui permet de faire des pièces encore plus petites, qu'on va voir par la suite. Alors, tout d'abord, je voudrais parler du procédé donc FDM métallique. Aujourd'hui, on trouve sur le marché 14 sociétés qui fabriquent et qui revendent des machines de métal FDM, comme elles s'appellent. Alors, le principe, il est simple, puisque il est directement inspiré du procédé FDM traditionnel, avec un apport de polymère qui est chargé en poudre métallique, qui est chargé en métal, on va dire. Avec ces technologies, on construit une pièce en polymère qui est fortement chargée donc en poudre métallique, et ensuite, il va y avoir plusieurs étapes, des étapes successives qui vont permettre d'atteindre la pièce. Donc d'abord une étape de déliantage pour retirer un maximum de liant, de polymère, et puis ensuite une étape de fritage, donc haute température, avec un peu de pression, ce qui va permettre donc de coller, ou pardon, de souder les grains métalliques les uns sur les autres pour obtenir une pièce massive et évidemment avec le moins de porosité possible. Ce procédé n'a peut-être pas encore atteint sa maturité, enfin, sa pleine maturité, mais c'est vraiment un procédé qui se développe, qui est très intéressant, parce que finalement, on est basé sur une technologie qui est bien maîtrisée, hein, le dépôt de polymères. Et on compte parmi les 14 sociétés dont je parlais tout à l'heure, il y a 2 sociétés françaises qui ont développé et revendent ce genre de machines. Des sociétés qui fonctionnent, plutôt des technologies qui fonctionnent à partir de pellets, donc des billes, des grains de polymère chargés métal. Donc c'est la société Pollen 3D et la société également Eper 3D. Voilà, donc technologie, on va dire, à suivre, parce que peut-être pas encore arrivé à pleine maturité, mais avec un fort potentiel. Une autre technologie qui est très prometteuse, c'est la technologie de projection de nanoparticules de la société israélienne XJet. Alors, dans cette technologie, ils utilisent une encre qui est chargée en nanoparticules, et cette encre est déposée
à l'aide d'une buse jet d'encre sur une surface qui est chauffée. Donc en fait, déjà, on va avoir une évaporation des solvants très rapide. Et on va construire des pièces comme ça par, on va dire, une accumulation de ces nanoparticules. Et derrière, eh bien, on va retrouver une étape de frittage de façon à densifier cette pièce. Donc, on va dire à peu près les mêmes contraintes que le procédé précédent, à la différence près que là, on travaille avec des nanoparticules et ce qui va, d'après les dires du constructeur, permettre de pouvoir friter à des températures peut-être plus basses, peut-être moins contraignant au niveau du frittage. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réservé vraiment à l'obtention, à la fabrication de petites pièces dans de nombreux matériaux, puisqu'en fait, il y a des développements dans le domaine du métallique, mais aussi dans le domaine de la céramique. Et vraiment, il faut aller voir ces pièces pour voir la qualité, la finition vraiment de ces pièces qui est vraiment bluffante, y compris dans le domaine de la céramique. Et je pense qu'aussi l'état de surface obtenu dépend fortement de la granulométrie des poudres utilisées, donc des nanoparticules. Troisième techno dont je voulais parler, c'est le binder jetting. Donc aujourd'hui, on a 9 entreprises qui proposent cette technologie. C'est une technologie qui est très prometteuse pour les petites pièces. On parle maximum comme de la taille d'un point fermé. Mais avec la possibilité de faire de la production en série. Donc c'est une technologie qui consiste à projeter un liant sur un bain de métal, enfin sur un bain de poudre métallique, hein, et derrière, eh bien, on va obtenir des pièces qui sont donc constituées de poudre métallique avec agglutinées grâce à ces liants polymères. Et donc derrière, une fois de plus, des liantages et une cuisson, donc un fritage dans un four spécifique. Comparé au ce qu'on appelle donc le LPBF, enfin le PBF, donc la fusion sur lit de poudre à l'aide d'un laser, ce procédé permet d'obtenir des pièces avec des caractéristiques mécaniques pratiquement équivalentes et des rugosités à peu près similaires. Alors, on note peut-être une porosité un petit peu supérieure à celle qu'on a en PBF. Par contre, les poudres qui sont mises en œuvre peuvent être moins coûteuses avec ce type de procédé. L'industrie automobile, aujourd'hui, est très intéressée. Il y a déjà pas mal d'applications pour produire des pièces métalliques, alors bien souvent en grande série, c'est le gros intérêt, et dans certains cas, personnalisées, puisqu'en fait, on a un système qui se prête bien à la personnalisation. Quatrième technologie pour conclure, sur ces technologies qui sont un peu nouvelles, je voulais parler de la technologie qui est développée par la société Hexadon, une société suisse. Alors, j'ai pas trouvé l'endroit pour la mettre sur le tableau de la société Empower, là, le tableau qui est en dessous, puisqu'en fait, on est sur une technologie qui consiste à utiliser des ions métalliques dans un électrolyte et à faire passer un courant électrique entre l'électrode que vous voyez qui se déplace et puis et le bain. Et donc, on va activer, on va déposer ces ions métalliques sous une forme métallique, du coup, et ce qui va nous permettre de pouvoir construire des formes. Alors, le gros intérêt de cette technologie, c'est de pouvoir faire des choses extrêmement fines. Et j'en veux pour preuve ce petit ressort que vous voyez là. C'est un ressort qui était construit dans un bain une solution avec du cuivre à l'intérieur, des ions métalliques de cuivre. Pour donner une petite idée de la dimension, on est là, le trait rouge que vous voyez là représente 20 microns. Donc on est vraiment sur quelque chose qui fait une quarantaine de microns de diamètre. Et voilà, on a affaire à un ressort ou quelque chose qui est très proche du comportement d'un ressort. Donc c'est vraiment une technologie intéressante pour fabriquer vraiment des micro-objets avec beaucoup de précision, et je pense que c'est vraiment une technologie à suivre pour l'avenir. Bien, alors après cette introduction sur les procédés de fabrication additive métallique qui sont en plein développement,
je vais m'intéresser aux tendances dans le monde de la fabrication additive métallique. Alors tout d'abord, les matériaux. Il faut parler des matériaux parce que c'est quand même un des vecteurs majeurs de développement des procédés métalliques de fabrication additive. Alors, tout d'abord, on constate hein, que le prix des poudres a considérablement baissé ces dernières années, car il y a beaucoup plus d'acteurs sur ce marché et les procédés d'atomisation sont beaucoup mieux connus qu'ils ne l'étaient autrefois. Aujourd'hui, il y a une grande partie des acteurs dans le développement des poudres n'étaient pas présents, en fait, on va dire, il y a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Euh, Par contre, comme on peut le voir, là, enfin, pour appuyer un peu ce que je viens de dire là, on voit le prix des poudres qui a quand même fortement chuté avec des coûts qui sont passés en dessous de 100 euros le kilo pour un bon nombre de matériaux, alors qu'ils étaient largement supérieurs à 150 euros le kilo il y a quelques années, ou encore les alliages de titane qui sont passés sur des prix, sur des fourchettes de prix de l'ordre de 100 à 200 euros, alors qu'ils étaient à 400-500 euros il y a quelques années. Et nous, il y a une quinzaine d'années, 18 ans exactement, on avait travaillé avec des alliages de titane qu'on avait acheté plus de 1000 euros le kilo. Et c'était vraiment on va dire les premiers travaux qu'on faisait à l'IREP laser, les premiers balbutiements de ce genre de technologie. Par contre, bon, même si le prix a beaucoup baissé, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le prix a un impact relativement mineur dans le prix final de la pièce, puisqu'en fait, il représente entre 5 et 20%. On voit émerger également des matériaux qui sont développés pour la fabrication additive. C'est notamment le cas des alliages d'aluminium, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Alors, quelle est la raison? Pourquoi on développe des nouveaux alliages d'aluminium comme le Scanmalloy par APWorks ou l'A20X de Aeromet ou la famille AED de Constellium? Eh bien, en fait, la raison est très simple. C'est que les alliages d'aluminium sont des matériaux qui sont très souvent difficiles à souder. Et comme les procédés de fabrication additive métallique reposent sur un phénomène de fusion continue de la matière, les matériaux couramment utilisés qui sont soudables, malheureusement, présentent des caractéristiques mécaniques qui sont pas énormes, qui sont pas fameuses. C'est notamment, par exemple, les alliages d'aluminium de fonderie. C'est d'ailleurs ce type d'alliage qui a souvent été utilisé pour fabriquer des pièces. Du coup, il y a eu ces dernières années un gros intérêt pour développer des nouveaux alliages d'aluminium qui soient capables d'allier à la fois une bonne résistance mécanique, mais aussi une très bonne soudabilité, notamment des alliages de la série 2000. C'est le cas justement du Scanmalloy, qui est sans doute le plus connu. C'est un alliage développé par APWorks en Allemagne et qui a été breveté. Et on voit que par rapport à un AS10MG, comme vous pouvez le voir, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas s'il passe très très bien au niveau de la vidéo, mais le Scanmalloy a quand même une résistance mécanique qui est une fois et demie, voire deux fois supérieure, avec également un allongement à la rupture qui est, lui, vraiment 2 fois supérieur. Donc on est sur un matériau qui présente vraiment d'excellentes caractéristiques. Par contre, c'est un alliage aluminium, magnésium, scandium, un alliage qui est beaucoup plus cher que les alliages traditionnels. Donc voilà, après il y aura on va dire un équilibre à trouver, un compromis aussi à trouver pour l'utilisation de ce genre de matériaux. Pour continuer, c'est la même chose pour les fils métalliques, notamment
dans le domaine des procédés de dépôt, donc DED ou WAM, hein, WAM étant Warrior Arc Additive Manufacturing, ouais, un dépôt de fils fondu par un procédé d'arc électrique. Alors, ces matériaux qui sont utilisés aujourd'hui sont des matériaux qui proviennent du domaine du soudage. Donc, ce sont des matériaux qui ont été optimisés, il y a sans doute pour certains plusieurs dizaines d'années, pour les procédés arc. Par contre, comme on vient fabriquer, on ne vient pas souder, on vient fabriquer une pièce, on remarque que les matériaux fils utilisés aujourd'hui ne sont pas parfaitement, complètement adaptés justement à la fabrication de pièces. Donc, il y a des travaux aujourd'hui chez certains constructeurs, dans certains labos aussi, pour essayer d'optimiser les caractéristiques, la composition de ces fils métalliques, de façon à les adapter, à les rendre, on va dire, encore plus adaptés aux procédés de type DED ou un gros travail aussi est fait au niveau des matériaux dans de nombreux labos, enfin, et surtout dans des ateliers de fabrication, pour qualifier des matériaux. Alors bien souvent, ces matériaux sont qualifiés, donc un fournisseur, des caractéristiques particulières, une machine également, et cet ensemble est en fait qualifié pour pouvoir fabriquer des pièces pour certains donneurs d'ordre. Et on trouve donc pas mal de matériaux comme ça. Récemment, Volumi avait parlé justement d'une qualification matériaux, un inox, un acier inoxydable 420, qui est un matériau avec d'excellentes caractéristiques mécaniques, un matériau de chez Aubert et Duval, et donc qui était qualifié. On voit également de la qualification sur des matériaux cuivre, base cuivre, fortement d'ailleurs chargés en cuivre, pour notamment réaliser des échangeurs de chaleur. Pas mal d'applications dans ce domaine-là. Et on trouve également, alors ça date un petit peu, des matériaux de type titane aluminium, TIAL, matériaux qui présentent des caractéristiques très très intéressantes, notamment pour des pièces du moteur, et Avio, qui est une société qui dépend de General Electric en Italie, était qualifiée pour fabriquer des aubes de turbine dans ce type de matériaux. Et à venir, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite? On parle beaucoup des matériaux HEA, High Entropy Alloys, qui sont des matériaux un peu particuliers. En fait, c'est un assemblage de différents constituants. Bon, à suivre, ces matériaux qui présentent des caractéristiques très très intéressantes. Mais pour l'instant, bon, je sais qu'il y a beaucoup de travaux. Je n'ai pas vu encore beaucoup de choses validées, notamment pour fabriquer des pièces. Les matériaux céramiques, beaucoup de travaux, on a travaillé d'ailleurs à l'IRAP Laser là-dessus, avec un procédé DED. Et vous voyez d'ailleurs deux petites pièces là, une espèce d'oreille, un demi-cercle, demi-cylindre, pardon, fabriqué avec une céramique et donc fabriqué avec un procédé DED. Des nanomatériaux combinés avec des métaux, oui, pourquoi pas, je n'ai pas je ne connais pas en fait l'intérêt exact de ce genre de combinaison, mais on en entend parler de temps en temps. Et puis évidemment les multimatériaux, mais qui feront sans doute l'objet d'un autre webinaire, multimatériaux, FGM pour Functional Graded Materials, donc des gradients de matière qu'on peut obtenir avec les procédés DED. Un autre vecteur de développement concerne le logiciel. Alors bien sûr, il existe déjà de très nombreux acteurs sur le marché qui proposent des logiciels généralistes avec des outils intégrés spécifiques à la fabrication additive. C'est le cas des différents fournisseurs que vous voyez sur cette diapo, avec beaucoup de solutions complètement intégrées, hein, notamment nous on est équipé de la suite Siemens NX. Et on trouve également de nouvelles applications qui sont conçues pour contrôler une machine ou un processus spécifique, hein, tel que le logiciel WAMP 3D de la société WAMsoft, issu de Cranfield en Angleterre, ou encore le logiciel de chez MX3D en Hollande qui permet de piloter les machines.
Alors, je pense que c'est vraiment un domaine qui va connaître beaucoup, beaucoup d'innovations dans les prochaines années, car vraiment, on peut dire qu'elles sont au cœur du processus et elles concernent toute la chaîne de valeur. Et justement, je vois trois axes principaux de développement et des axes principaux de développement, mais il faut savoir aussi que cette révolution est déjà en marche. Tout d'abord, des systèmes avec beaucoup d'intelligence embarqués pour automatiser les tâches de choix de stratégie, de programmation. Ensuite, il y a toute la partie contrôle de procédés qui, au lieu d'être vraiment un îlot complètement isolé, va devenir une part entière dans le système, dans le procédé de fabrication. Et puis, le dernier axe concerne la fabrication des pièces bonnes au premier coup. C'est un peu ce qu'on va voir maintenant, justement, parce que parmi en fait toutes ces nouvelles applications qui sont conçues pour faciliter la vie des utilisateurs, certaines reposent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning. Alors, il existe déjà des systèmes qui permettent de développer des nouveaux matériaux en se basant sur l'exploitation de données de matériaux qui sont proches. Alors, par exemple, la société Intelligence qui fait ça. Ou encore l'optimisation de la géométrie des pièces, où on va avoir de l'optimisation de géométrie, l'optimisation de forme par rapport aux procédés qu'on utilise derrière pour fabriquer. Et il y a déjà des outils qui existent sur le marché qui sont capables de faire ça. Quelque part, l'optimisation topologique en fait partie. Euh, on trouve aussi des outils qui permettent d'apporter une aide ou pourquoi pas complètement d'automatiser le choix des paramètres. Et puis, on peut également imaginer travailler sur le flux de travail dans un atelier de fabrication, avoir des logiciels qui permettent de faire ça de façon plus ou moins automatique. C'est vraiment ce que l'on trouve. Enfin, il y a plusieurs offres sur le marché que je vous donne donc sur cette diapo. Donc, différentes sociétés qui sont spécialisées dans ces domaines-là. Second axe de développement, on va plutôt concerner le contrôle de procédés. Et là aussi, intelligence artificielle, machine learning vont être mis en œuvre pour faciliter et accélérer les traitements et surtout être capable de traiter un grand nombre de données qui proviennent du procédé pendant la fabrication. Alors, voilà quelques exemples. Euh, Par exemple, prendre des photos de l'étalement des poudres dans le procédé PBF, analyser ces étalements pour voir si on détecte des défauts d'étalement. Donc là, évidemment, on va avoir une grosse quantité d'images avec beaucoup, beaucoup de détails analysés et l'intelligence artificielle, machine learning, sera capable finalement d'extraire des données, détecter l'apparition de défauts. Pareil pour la maintenance prédictive, où ce genre de système peut aussi analyser le comportement des machines et détecter l'apparition de défauts, mais plutôt au niveau du fonctionnement de la machine. Et pour terminer, tout ce qui est contrôle de procédés, vraiment pur, là, on vient contrôler l'interaction, par exemple, entre le laser et la matière, on vient regarder le bain de fusion, on vient relever une grosse quantité de données, qu'on va analyser, qu'on va corréler, qu'on va synchroniser avec des données qui viennent de la machine, par exemple, des accélérations, des positionnements, etc. On va regarder également des données extérieures, les températures, pourquoi pas des déplacements de la pièce. Donc, un énorme flux de données qui va être traité et qui va renseigner sur l'état de la fabrication et finalement permettre éventuellement, enfin surtout, je dirais, oui, de détecter des défauts et de prévenir justement l'apparition de ces défauts. Et puis, troisième axe de développement actuel, et puis je dirais il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, on va dire un peu le Graal, c'est la pièce qui est bonne du premier coup. Donc pour ça, on va rajouter tous les outils de simulation. Alors, tout d'abord, les outils de simulation à l'avance, il va falloir s'assurer que la machine va bien faire ce qu'on a prévu qu'elle fasse. Pour ça, il existe des outils qui sont de plus en plus perfectionnés, ce qu'on appelle digital twin, donc les jumeaux numériques, hein,
qui ne sont pas juste une lecture des trajectoires qui ont été programmées, mais qui sont vraiment une simulation du comportement de la machine pendant la fabrication, en intégrant vraiment tous les paramètres de la machine, ce qui permet de détecter des collisions, voire de détecter, pourquoi pas, des variations de paramètres à certains endroits, et vraiment de simuler complètement le fonctionnement de la machine. Comme vous pouvez le voir sur cette petite animation d'un jumeau numérique d'une machine qu'on utilise chez nous, la Magic, avec le procédé donc, des poudres. Et puis, à côté de ça, il va y avoir également toute la partie de simulation, de prédiction du comportement de la pièce pendant la fabrication. Et pourquoi pas aussi pendant le traitement thermique qui est derrière. Alors ça, c'est un domaine sur lequel on travaille beaucoup au sein de l'IREP laser. Et pourquoi, en fait, on a besoin de ça? Eh bien, tout simplement parce que tous les procédés de fabrication additive métallique sont des procédés qui fonctionnent sur des principes thermiques. Et cette thermique va justement engendrer des contraintes résiduelles dans les pièces qui sont fabriquées et très souvent des déformations. Du coup, pour prédire ces déformations et éviter d'avoir pourquoi pas un arrachage de la pièce ou un mouvement trop important de la pièce, eh bien, on va essayer de simuler le comportement thermomécanique de ces pièces lors de la fabrication. C'est ce qu'on a fait au sein d'IREPA Laser, on n'est pas les seuls, hein, mais on a fait un gros développement dans ce domaine-là. On a traité notamment avec la société Siemens, puisqu'on est équipé de Siemens NX, hein, tout l'environnement, et on est devenu solution partner, et on a développé dans le cadre d'une thèse des algorithmes qui ont été transférés ensuite chez Siemens, qui sont intégrés actuellement à l'environnement NX. On est en train de les tester, et la première version de ce logiciel devrait sortir au mois de juin prochain. Donc intégrant des outils de simulation thermomécanique et surtout, la chose la plus importante, adapté à la très grande dimension. C'est-à-dire capable de simuler des grandes pièces et dans des temps relativement courts, tout en gardant une précision suffisante. Alors, qu'en est-il dans le monde des machines? Quelles sont les innovations dans ce domaine-là? L'une des limites à l'utilisation des technologies de fabrication additive est souvent la qualité et le prix des pièces qui sont produites. Pour la qualité, les machines sont de plus en plus performantes et les process sont également très bien maîtrisés, surtout comme on a vu tout à l'heure, avec tous les développements concernant l'intelligence artificielle et la maîtrise justement de ces procédés. Pour le coût des pièces, par rapport à des moyens de fabrication plus traditionnels, on constate souvent qu'il est dû, entre autres, à des cadences de fabrication qui sont peut-être plus faibles qu'avec des procédés traditionnels. Alors, je devrais plutôt dire qu'il était très faible, parce que les technologies de type donc, PBF ont beaucoup évolué ces dernières années, et on a vu apparaître sur le marché des machines de plus en plus rapides, comme on peut le voir sur ce tableau. Et les machines PBF ont habituellement des vitesses de fabrication de l'ordre de quelques dizaines de centimètres cubes par heure. Et là, on a vu apparaître notamment la machine de chez SLM Solutions équipée de 12 lasers. Ce n'est pas une grosse machine, 600 par 600 par 600, qui est déjà quand même imposant. Et ils annoncent des vitesses proches, capables d'atteindre presque 1 litre par heure. Donc là, on est pratiquement à 10 fois, voire même 20 fois plutôt, la vitesse de fabrication qu'on trouve habituellement dans ce domaine-là. Donc là, j'ai fait un petit rappel. J'ai rassemblé les principaux constructeurs qui fabriquent des machines d'assez grande dimension, supérieures à 500 mm, au moins dans une dimension, dont la société Adobe, alors sur une machine qui est une machine proto, dont on est équipé à l'IREPA Laser, équipé de 4 lasers de 500 watts, et avec une grande dimension donc de 700 mm, machine qui est actuellement en cours de réception. Donc, une autre limite des machines PBF était liée jusqu'à maintenant
à la taille des pièces fabricables. Bon, on voit aussi qu'on trouve des machines de plus en plus grandes également, comme la machine de additive industrie, avec une longueur de 1000, et puis on entend parler également d'autres machines qui arriveraient prochainement, capables d'avoir des vitesses, des dimensions encore plus grandes. Alors, outre la rapidité de fabrication, on remarque également que les industriels sont très intéressés par l'automatisation, qui permet de simplifier l'utilisation des machines, de limiter les interventions humaines et d'automatiser les tâches qui vont de la programmation jusqu'à la finition des pièces, qu'on a pu le voir déjà juste avant. Bien sûr, ce type de machine, sur ce type de machine, on trouve des modules complètement automatisés pour traiter les poudres, etc. Il y a plusieurs machines PBF comme ça sur le marché, notamment la machine de Metal Fab, de Additive Industries, qui s'appelle le Metal Fab 1. C'est une machine qui est modulaire, et là, devant nous, on a vraiment clairement un concentré de petits ateliers de fabrication avec tous les éléments de la fabrication qui sont chaînés les uns aux autres, avec la fabrication, l'extraction, voire pourquoi pas aussi le traitement thermique, etc., le contrôle, etc. Donc, ça peut-être des nouvelles machines. Alors, pour aller plus loin, dépasser un peu les limites imposées par les machines PBF, on se tourne très souvent vers les machines DED qui n'ont plus cette limitation de volume de poudre. Et il y a pas mal d'exemples sur le marché aujourd'hui, comme ces exemples que vous voyez sur cette diapo. Un exemple de la société Siaki aux États-Unis, avec un réservoir pour une application spatiale. Un autre exemple également de la société NX3D en Hollande, sur un pont qui a été installé dans Amsterdam, sur un des canaux d'Amsterdam. Un pont qui a nécessité 6 mois de construction quand même dans un atelier, avant donc, et 2 ans de test derrière, avant d'être installé sur un des canaux à Amsterdam en fin d'année dernière. C'est vraiment des très très belles réalisations, mais elles ne sont pas uniques, puisque si on va du côté des États-Unis, on trouve également la société Relativity Space, qui fabrique des réservoirs de fusées de très très grande taille, donc pour des applications spatiales. On trouve également des applications dans le domaine des océans, avec des hélices de propulsion de navires, comme ce que Naval Group fait chez nous en France pour Naval Group, donc pour les bateaux. Alors, c'est un peu ce qu'on a pris, la direction qu'on a pris au sein d'IREPA Laser, justement, de développer ces technologies de très grande dimension, avec un procédé 2D, donc laser film, mais également laser poudre. Donc là, vous avez des images de la machine que j'avais déjà présentée lors d'un précédent webinar, avec 2 robots, dont un robot qui est sur un axe linéaire et un vireur sur le côté, tout ça capable d'emmener des pièces de plusieurs tonnes. Et une pièce qu'on a fabriquée récemment, et dont une partie a été exposée à Formnext. Donc c'est une grosse cuve. En fait, c'est un moule pour fabriquer des cuves en polymère pour le vin. Ce moule qu'on a fabriqué chez nous à une hauteur de 2,60 m par un diamètre de 2,25 m, et pour un poids de matière déposée de 1,3 tonne. On voit d'ailleurs le procédé utilisé, donc un procédé laser plus fil. On a fabriqué donc ces différentes pièces. Là, c'est la pièce la plus grosse qui a été fabriquée, qui fait 430 kg. Vous avez une petite vidéo sur le côté qui montre la réalisation de cette pièce. 430 kg qui ont été fabriqués en 6 jours. Et voilà donc la cuve complètement terminée, avec toute l'équipe IREPA Laser
autour. Donc cette cuve composée des 3 parties là. Donc en tout, on a 1 tonne 3 et il nous a fallu à peu près 16 jours, un peu plus de 16 jours en 3/8 pour fabriquer cette pièce. Aujourd'hui, on est sur un taux de dépôt de 3,5 kg par heure et on envisage de passer, enfin, on est en train de travailler pour augmenter avec un objectif de l'ordre de 8 kg par heure. Alors, disposer de tels équipements, ça permet de développer la technologie et de produire des pièces, mais bah, il faut du monde aussi pour utiliser et piloter ces machines. Euh, du coup, bah, il faut qu'on soit capable de s'entourer des talents qui vont bien, des gens qui savent faire. Et c'est pour ça que ben, aujourd'hui, il existe des diverses formations pour former des personnels à l'utilisation de ces technologies, des technologies telles que celles qu'on utilise à IREPA Laser. Euh, on forme également, côté IREPA Laser, on forme des personnels à l'utilisation. Bon, il existe également une initiative à l'échelle européenne qui vise à uniformiser, qualifier ces formations. Donc, cette formation à l'échelle européenne s'appelle IAMQS. C'est une initiative qui a été lancée par l'EWF, pardon, European Welding Foundation au Portugal, et qui est déployée dans les différents pays européens, actuellement dans 6 pays européens, et qui est conduite, déployée en France par l'Association française du soudage, l'AFS, et par France Additive, dont je suis membre. Et aujourd'hui, donc, le système est déployé de façon à pouvoir mettre en place ce système de formation. Et donc, il y a un audit des centres de formation qui sont intéressés. Et actuellement, il y a eu 5 postulants, et il y en a eu 2 retenus pour l'instant. Il y a déjà 2 centres, la FPA, l'Institut de soudure, qui vont proposer ces formations. Et donc, l'idée est de euh, former du personnel à différents niveaux, que ce soit au niveau ingénieur ou opérateur ou même coordinateur au sein d'une société, essentiellement pour l'instant sur les procédés de type donc, métallique, PBF ou DED ou WAM. Et à la fin, donc, c'est une formation qui est diplômante avec un diplôme ou plutôt une qualification de cette formation qui repose sur les bases de celles qu'on trouve déjà dans le domaine du soudage. Voilà, donc quelque chose qui est très intéressant et qui permettra de former le personnel de demain. Alors justement, à propos de demain, on commence à imaginer des micro-usines capables de fabriquer ces pièces. Comment ça peut arriver aussi à quelque chose qui s'appelle l'entrepôt numérique, le digital warehouse. Quelque part, c'est quelque chose qui est proche du modèle Amazon, mais décliné sur la fabrication additive. Un clic et vous pouvez commander, vous pouvez obtenir la pièce, évidemment avec la livraison gratuite. Voilà. Donc, on peut tout imaginer comme ça. Alors évidemment, c'est extrêmement tentant. Ça permettra peut-être aussi de relocaliser, c'est-à-dire de rapprocher ces petites usines de fabrication de pièces au plus près de l'utilisation, réduire justement donc l'empreinte carbone, réduire les coûts de transport. Par contre, ça va nécessiter beaucoup de standardisation, de qualification, de certification. Donc, il y a quand même encore pas mal de travail à faire pour y arriver. On l'imagine très bien pour les polymères, mais pour les métaux, je pense que ce sera un petit peu plus compliqué, quoique. À voir. Et puis, donc, pour terminer, les 2 principaux défis pour la fabrication additive que je vois, moi, pour l'instant, le premier, c'est de savoir, c'est savoir-faire, le savoir-faire et le faire savoir. Bon, j'ai déjà parlé un peu de la formation, donc il y a des initiatives qui vont nous permettre justement de former les utilisateurs et les talents de demain. Euh,
c'est vraiment quelque chose qui est très important, hein, parce qu'aujourd'hui, on est souvent capable de faire des belles pièces, mais il faut savoir quand même reconcevoir ces pièces, les adapter, optimiser la géométrie, sélectionner les meilleurs matériaux, etc. Donc il y a vraiment un gros besoin de qualification si on veut que la fabrication additive métallique donne son meilleur, et elle ne donnera son meilleur que si elle est bien appliquée, bien utilisée. Ensuite, le deuxième gros défi, c'est la qualification et donc la certification, dont j'ai aussi un peu parlé avant. Il y a beaucoup de travail encore à faire pour qualifier les pièces, les procédés, les matériaux, selon chaque secteur d'activité. Et c'est un travail qui va alimenter à la fois la normalisation, la standardisation, qui va ouvrir la porte aux usines de fabrication additive, aux entrepôts numériques, etc. Mais là, il y a encore du travail à faire. Voilà. Alors, c'est ainsi que se termine la deuxième partie de mon webinaire, peut-être un peu plus long que prévu. Merci de m'avoir suivi. Je suis prêt maintenant à répondre à toutes vos questions. Merci Didier. J'ai une première question qui nous est arrivée. La voici. Alors, avez-vous une solution de combinaison de sensors de reconnaissance de surface avec les composants logiciels pour réduire le temps de programmation? Ou pour le marché du revêtement, par exemple? Aujourd'hui, des solutions de reconnaissance de surface, donc on peut imaginer avoir des systèmes de triangulation avec une base de caméras pour aller reconnaître des surfaces. Bon, il y a déjà des choses qui existent sur le marché. Donc nous, on n'est pas équipés. Bon, il y a des travaux qui sont en cours, des développements qui sont en cours, notamment pour lier ça aussi au contrôle de procédés pour notre procédé des DED fil et DED poudre. Ceci dit, pour la reconnaissance et le recalage d'une forme dans un référentiel machine, on peut aussi utiliser des palpeurs. Des palpeurs de type Renichot, avec une remontée directe des données, avec les outils qui vont bien en fait dans le système de la commande numérique, et de façon à pouvoir recaler de façon plus ou moins automatique les formes dans le référentiel. Donc il y a des solutions qui existent sur le marché. On n'est pas directement équipé aujourd'hui, mais excepté donc sur ces aspects caméra et on va dire suivi des formes déposées sur lesquelles on travaille. Merci Didier. J'ai une nouvelle question. La version de logiciel NX permet-elle de prédire les déformations en soudure? C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise notre logiciel NX essentiellement pour faire de la modélisation thermomécanique pour les procédés de fabrication additive, donc pour le procédé DED. Je ne sais pas. Je pense que là, il faudrait que vous vous rapprochiez directement de chez Siemens NX. Éventuellement, envoyez-moi un mail derrière. Je pourrais vous mettre en contact avec les personnes qui pourront directement vous répondre. Bon, sachant qu'il y a beaucoup d'outils dans l'environnement NX, je suppose qu'il doit y avoir effectivement des outils pour la modélisation de la soudure, du soudage. J'ai une nouvelle question. Quelle stratégie sera utilisée pour augmenter la productivité à 8 kg avec le procédé WAM? Aujourd'hui, je ne peux pas trahir une certaine confidentialité par rapport à ça, puisque les travaux, les développements sont en cours. Par contre, sachez qu'on a quand même pas mal de réserves de puissance sur notre machine avec notre laser. Et donc, l'idée sera de déposer davantage de matière avec très certainement un peu plus de puissance. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin dans cette réponse pour ne pas trahir certaines confidentialités. Quels matériaux utilisez-vous sur votre machine de fabrication additive grande pièce? Aujourd'hui, on a mis en œuvre des matériaux de type acier, acier plus ou moins traditionnel, acier inox également, puisqu'on est en fait dans une phase un peu de développement dans le cadre d'un projet qui s'appelle PAMPROD.
On est dans une phase de développement avec différents matériaux qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Donc, notamment un acier inox 316L, un acier inoxydable, et également un alliage d'Inconel, un base nickel. Donc, on est sur l'Inconel 625, mais on a déjà fait d'autres essais avec d'autres matériaux, acier. On regarde également les alliages aluminium. On regarde, voilà. Ça fait partie de tous les développements qui sont en cours. Vous nous avez présenté des travaux menés autour de l'intelligence artificielle pour la fabrication additive. Pensez-vous que l'intelligence artificielle pourra révolutionner la fabrication additive dans les années à venir? Oui, effectivement, j'ai un peu parlé de l'intelligence artificielle et également de machine learning, sachant que machine learning fait partie de l'intelligence artificielle. Oui, je suis vraiment intimement convaincu que l'intelligence artificielle et toutes ces techniques qui sont basées sur l'intelligence artificielle seront capables oui, peut-être de révolutionner, au moins d'améliorer, d'optimiser l'utilisation de tous ces procédés de fabrication additive. Actuellement, d'ailleurs, on est en train de rechercher un stagiaire et on devrait lancer une thèse prochainement sur le sujet avec une école de Strasbourg. On voit également qu'il y a pas mal d'initiatives, que ce soit au niveau français également, où tout ce qui est intelligence artificielle est vraiment poussé en avant. Et puis également au niveau des appels à projets, au niveau Horizon Europe, au niveau Europe. Donc, il y a un appel à projet pour le 30 mars, justement, sur la digitalisation et ce genre de choses. Donc, oui, il y a beaucoup d'initiatives actuellement et je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel pour être capable d'améliorer, d'optimiser tous ces procédés. Et peut-être de les automatiser plus qu'on ne pourrait croire aujourd'hui. Une nouvelle question. Quid des matériels database pour mutualiser, partager, standardiser l'immense quantité de données, matériaux générés par les travaux d'impression et qui peuvent être réutilisés, comme les caractéristiques mécaniques, y compris la fatigue, etc. Alors, c'est une excellente question, effectivement, aujourd'hui, qui concerne la mutualisation des données, le partage, finalement, des données entre les gens qui en ont et puis ceux qui veulent en avoir. Alors, évidemment, derrière, il se posera toujours le, le problème de la propriété de ces données. On peut imaginer différents modèles justement nous permettant de partager des données et pourquoi pas de rétribuer les propriétaires à l'origine de ces données. Des choses comme ça au côté France Additive où on a on a il y a eu comment dire, des projets qui ont été réfléchis dans ce sens-là. Il y a notamment eu une présentation la semaine dernière à la M Plateforme, donc je pense que la vidéo doit être également accessible par le président de France Additive, Christophe Eschenbrenner, qui a parlé justement de cette mutualisation des données. C'est vraiment un sujet qui est brûlant. C'est d'ailleurs quelque chose aussi qui est poussé par l'Europe dans tous les programmes européens aujourd'hui, de façon à faire en sorte que toutes les données qui sont issues des programmes puissent être partagées et utilisées par un plus grand nombre. Donc, c'est vraiment au cœur des préoccupations aujourd'hui. Je pense qu'il y a tout un modèle à mettre en place, des réflexes peut-être aussi à avoir pour les années qui viennent, de façon à pouvoir faire en sorte que ces données soient partageables. Comment la géométrie des pièces est-elle définie ou conçue avant la fabrication additive? La géométrie des pièces, elle est conçue très souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche aussi à faire au travers des formations, elle est conçue en prenant en compte le procédé qui va permettre justement de fabriquer la pièce. Donc l'idée est justement de concevoir
On appelle ça le DFAM, pour Design for Additive Manufacturing. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les contraintes de fabrication et on va en tenir compte justement lors du design ou alors lors de la reconception de la pièce. En partant d'une pièce, on va dire, qui est fabriquée par un procédé traditionnel, on va essayer justement de la redesigner par rapport au procédé qu'on utilise derrière. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a déjà des logiciels qui permettent de le faire. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, ça repose bien souvent aussi sur l'expérience des utilisateurs, des concepteurs, leur formation, bien sûr. Et donc, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Après, donc, il existe différents centres techniques en France. IREPA Laser, vous pouvez vous adresser à nous et puis on pourra également vous accompagner dans l'évaluation, ou plutôt dans la prise en compte des critères de fabrication dans le redesign des pièces. On pourra donc vous apporter une aide, un conseil par rapport à ça. Et j'en profite aussi pour dire, très souvent, peut-être un peu moins maintenant, mais un peu plus dans le passé, on venait nous voir en nous demandant de fabriquer ou de refabriquer une pièce qui était fabriquée par un moyen traditionnel auparavant. Et bien souvent, vouloir absolument refabriquer l'existence, c'est pas forcément la meilleure manière, la meilleure voie d'application de la fabrication additive métallique, ou de la fabrication additive d'ailleurs d'un point de vue général. Bien souvent, il vaut mieux essayer de prendre un peu de hauteur, du recul également par rapport à la pièce et voir comment on ne peut pas intégrer des nouvelles fonctions, apporter un plus, le plus que permet justement la fabrication additive, de façon à pouvoir vraiment bénéficier complètement de tous les avantages de ces nouveaux procédés. Voyez-vous déjà des évolutions technologiques permettant de fabriquer des pièces métalliques avec un revêtement céramique? Addition des différents matériaux au sein de la même machine. Alors, on peut déjà faire des revêtements céramiques sur des pièces, que ce soit en projection plasma, par exemple. Donc, il y a déjà des technologies qui permettent de le faire. Maintenant, directement, pendant la fabrication, passer d'un matériau à un autre, alors il y a peut-être certaines céramiques qui permettraient de le faire, ou des choses qui sont proches donc de la céramique, mais bon, euh, c'est pas simple en fait, puisqu'on risque d'avoir quand même des problèmes d'ordre purement métallurgique lors du passage en fait du matériau de base à ce revêtement en céramique. Des problèmes métallurgiques au niveau des zones de liaison, puisqu'on est sur des matériaux qui risquent d'être très très différents, notamment au niveau des propriétés mécaniques, avec au niveau des allongements, les céramiques ont des coefficients de dilatation qui sont en général très faibles, alors que le matériau qui est en dessous, un acier ou un autre, risque d'avoir un coefficient de dilatation relativement élevé. Donc la différence de coefficient de dilatation va faire qu'on risque d'avoir des mouvements au chauffage et au refroidissement qui vont faire qu'on va délaminer. Voilà, je pense que ça fait partie des problèmes. C'est pour ça qu'en général, on utilise d'autres procédés pour venir déposer des couches de céramique, tels que des procédés de projection plasma. J'ai pas, j'ai pas d'idée comme ça d'autres matériaux céramiques qu'on pourrait déposer éventuellement par procédé laser, de type rechargement laser ou DED laser. Entre-temps, j'ai une dernière question qui D'accord. nous est parvenue. Existe-t-il des initiatives pour développer la possibilité d'identifier pour une pièce à concevoir le meilleur triptyque possible, matériaux, design, procédé, d'un point de vue éco-conception, tenant compte donc de l'économie d'énergie, de matériaux, d'émissions de CO2, longévité de la pièce, maintenance, recyclage, transport, etc. Des initiatives, je pense qu'il doit y en avoir. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a traité au sein d'IREPA Laser, même si on commence à s'intéresser très très fortement à l'éco-conception
et à l'empreinte carbone. Ça fait vraiment partie des initiatives qui ont été prises très très récemment au sein d'IREPA Laser. Donc je pense que oui, on va fortement s'y intéresser dans les mois ou dans les années qui viennent. Par contre, déjà d'initiatives qui traitent ce genre de choses, matériaux, design, procédés d'un point de vue éco-conception. J'ai pas de référence là directement. Ce sera peut-être intéressant de regarder dans les anciens projets européens. Je suis quasi certain qu'il y a déjà eu des choses, ou au moins certains projets ont dû le traiter sous forme de work package à l'intérieur. Davantage, je pense que d'ici 2 ans, on sera beaucoup plus en mesure de vous apporter quelque chose dans ce domaine-là. Voilà, au niveau des questions, D'accord. c'est terminé. Écoutez, déjà pour ma part, un grand merci de nous avoir suivis. On est très très heureux, malgré un démarrage un peu compliqué au départ, mais on est très très heureux d'avoir pu faire ce nouveau webinaire, Monique et moi. Je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire. Donc, vous pouvez le visionner en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner, hein, comme ça vous pourrez recevoir toutes les notifications dès que nous publions quelque chose. Je vous annonce d'ores et déjà que le prochain webinaire aura pour thème le soudage laser de cuivre et il est programmé le mardi 29 mars à 14h30. Voilà, en tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.